Joette Smith. Joette Smith, âgé de 33 ans, a été vu pour la dernière fois peu avant minuit le soir du 27 mars 1983. Propriétaire d'un restaurant populaire à Ben Lomond, en Californie, Joette était rentrée chez elle après le travail cette nuit-là pour regarder la télévision et manger du popcorn avec son colocataire dans leur studio en face de son restaurant. Le duo est resté éveillé pour les nouvelles de 11 heures. Ensuite, Joette a passé quelques appels pendant que sa colocataire, Rachel Devereaux, allait se coucher. Rachel s'est réveillée vers 3 heures du matin pour découvrir que sa colocataire avait disparu. Mais cela n'a pas immédiatement suscité d'alerte, Rachel déclarant dans une interview « Il n'était pas inhabituel pour elle de sortir ». Elle allait souvent au restaurant. Selon le journal The Sentinel, Joette s'est rendue à pied dans un bar à proximité, seulement pour découvrir qu'il était fermé, alors elle s'est rendue dans un autre qui commençait à fermer. Ne pouvant commander de boisson, Joette s'est contentée d'un paquet de cigarettes. L'une des serveuses des gens qui connaissaient la trentenaire lui a proposé un lift, mais Joette a refusé, lui disant qu'elle rentrerait à pied parce que c'était une belle soirée. Cependant, Joette n'est jamais retournée dans son studio. Un jour et demi plus tard, dans la fin de matinée du 29 mars, un passant a aperçu un corps flottant dans la rivière San Lorenzo toute proche. Joette portait toujours son collier de perles ainsi qu'une seule chaussette et bottes. Sa cape habituelle et ses autres vêtements ont été trouvés à proximité. Elle avait été battue, violée et étranglée à mort. Au cours des années suivantes, le bureau du shérif du comté de Santa Cruz a cherché des réponses dans cette affaire en interrogeant des dizaines de locaux, en poursuivant des pistes et en suivant les conseils qu'ils ont reçus, mais leurs efforts ont été vains. 5 ans se sont écoulés avant que le premier indice dans l'affaire de Joette n'apparaisse, lorsque les enquêteurs ont remarqué un homme nommé Eric David Drummond qu'ils pensaient être un suspect potentiel. Drummond avait commis une multitude de crimes violents, y compris plusieurs condamnations pour agressions sexuelles en Californie et au Nevada, et les autorités avaient des raisons de croire qu'il avait une fois demandé à Joette de sortir avec lui alors qu'il mangeait dans son restaurant Buffalo Gals. Les détectives savaient que l'homme avait rapidement fui l'État après le meurtre. Toutes ces informations faisèrent de Drummond un suspect de poids dans cette affaire, mais les responsables du comté de Santa Cruz ont déclaré que ces preuves circonstancielles seules n'étaient pas suffisantes, et à l'époque, il n'y avait tout simplement aucune preuve physique le reliant à la scène. Après la mort de Joette, Drummond a passé 16 mois en prison pour tentative de meurtre et agression à Redding, en Californie, avant de quitter l'État. En 1988, il a passé 4 ans en prison au Nevada pour une attaque violente contre une famille, qu'il a impliquée dans l'agression du père et le vol d'un véhicule. Pendant des décennies, l'affaire de Joette est restée non résolue. Finalement, en 2022, les enquêteurs ont rouvert l'affaire non élucidée. Ils ont envoyé les vêtements de la trentenaire pour examen et avec l'aide de techniques modernes de séances de médecine légale, ils ont établi un profil acide désoxyribonucléique du tueur. En août de cette année-là, Drummond, âgé de 64 ans, a été identifié par l'acide désoxyribonucléique, mais ensuite, dans un coup dévastateur pour l'affaire, il a été retrouvé mort. Dans une publication Facebook annonçant les récents développements, le bureau du shérif du comté de Santa Cruz a écrit « Malheureusement, alors que les dernières étapes de l'enquête étaient en cours pour obtenir un mandat d'arrêt, Drummond a choisi de mettre fin à sa vie dans les collines du comté de Sierra. » Ils ont ajouté que bien que Drummond ne sera jamais inculpé dans cette affaire, les preuves que les autorités ont obtenues auraient été suffisantes pour une condamnation. Et donc, ils ont clos l'affaire de Joette, la considérant officiellement résolue. Ils pensaient que Drummond avait tué Joette en représailles de son rejet de lui. Carla Walker. Dans la nuit du 17 février 1974, Carla Walker, âgée de 17 ans, et son petit ami, Rodney McCaw, se sont arrêtés au Brunswick Ridgely Bowl, un bowling à Fort Worth, Texas, pour que Carla puisse utiliser les toilettes. Le couple revenait du bal de la Saint-Valentin au lycée de Carla. Alors que le couple riait et discutait sur le siège avant du véhicule, la porte passager a soudainement été arrachée et le couple a été attaqué. Rodney a été assommé avec une arme et s'est évanoui. Son dernier souvenir était de sa petite amie qui a été attrapée par un homme inconnu qu'il a décrit comme blanc et mesurant 5 pieds 10. Bien que Carla ait crié désespérément à l'aide, personne n'est venu à son secours. Elle avait disparu quand Rodney a repris connaissance. Il est allé directement chez Carla pour informer ses parents de l'incident. En 2018, se souvient-il, c'était une fille si douce. Nous étions sur le siège avant de la voiture.
Son dos était contre la portière passager. Elle était en train de tomber. Je suis allé la saisir et il a commencé à me frapper à la tête avec un pistolet. Les enquêteurs ont vite découvert sur place le chargeur du pistolet du malfaiteur et le sac à main de Carla. Cependant, les autorités ont trouvé peu d'autres éléments dans les jours suivants. Le 20 février, seulement 3 jours après son enlèvement, le corps de Carla a été découvert dans un fossé de drainage au lac Benbrook, un réservoir du comté de Tarrant au Texas. Son autopsie a révélé qu'elle avait survécu 2 jours après avoir été enlevée de la voiture de Rodney. Elle avait été battue, torturée, violée et étranglée à mort et on lui avait injecté de la morphine à un moment donné. Heureusement, des preuves cruciales, dont des fluides corporels, ont été découvertes, collectées et préservées pour analyses ultérieures. Les enquêteurs, dans les années 70, n'avaient aucune idée qu'un jour, cela aiderait à résoudre l'affaire. Le meurtre est sans rester non élucidé pendant des décennies. En 2019, une nouvelle mise à jour est arrivée lorsque les enquêteurs de Fort Worth ont publié une lettre qu'ils avaient reçue en 1974 de quelqu'un qu'ils croyaient connaître l'identité du tueur. Elle était adressée au lieutenant de police Oliver Ball et mentionnait le nom de Carla. On pense que la partie noircie de la lettre est un autre nom. Et après cela, la lettre dit « a tué Carla Walker à Benbrook ». Elle finit par PS « c'est dur à avouer, mais c'est la vérité ». La phrase signe Dick Saint est écrite ensuite avec un porte-parole déclarant que les enquêteurs ne sont pas sûrs de ce que signifie cette partie de la lettre, mais ils pensent qu'elle pourrait être liée à un code de police pour cadavres. L'année suivante, en septembre 2020, les forces de l'ordre ont décidé d'envoyer des échantillons d'acide désoxyribonucléique prélevés sur les vêtements de Carla à Ortram Inc., une entreprise spécialisée dans la généalogie génétique médico-légale. Cela a conduit à l'identification d'un suspect, Glenn Samuel McCurley, âgé de 77 ans, qui avait été interrogé par la police peu de temps après le meurtre. McCurley avait été interrogé parce qu'il avait récemment acheté un pistolet Ruger de calibre 22 qui utilisait le même chargeur que celui qui avait été abandonné sur le lieu de l'enlèvement. Pourtant, McCurley avait alors déclaré à la police que son arme avait été dérobée dans sa voiture. Après avoir réussi un test de polygraphe, il a été écarté de l'enquête. Après que McCurley a été identifié, les enquêteurs ont réussi à obtenir plusieurs échantillons d'acide désoxyribonucléique qui indiquaient qu'il était le coupable. Un autre prélèvement buccal effectué directement sur McCurley a confirmé la correspondance et il a été arrêté et accusé du meurtre de Carla. En août 2021, McCurley a comparu en procès. Une preuve présentée était le pistolet Ruger .22 de McCurley trouvé chez lui qui n'avait pas été volé comme il le prétendait. Le 3e jour du procès, McCurley a changé son plaidoyer en coupable et a finalement été condamné à la prison à vie. Il est à noter cependant qu'il a refusé d'admettre le meurtre de Carla jusqu'en 2022. Avant cela, il prétendait qu'il avait plaidé coupable parce que, je cite, « j'en avais assez d'être harcelé ». Bien que McCurley n'ait jamais été accusé d'autres crimes, les enquêteurs soupçonnent qu'il aurait pu être responsable d'autres enlèvements et meurtres dans la région de Fort Worth pendant les années 70 et 80. Selon les experts en criminalité, la méthode de torture et de meurtre utilisée par McCurley sur Carla suggère qu'il s'agissait d'un comportement récurrent. Il y a plusieurs meurtres non résolus par strangulation autour du moment de la mort de Carla que les enquêteurs croient pouvoir être liés à McCurley. Becky Martin, une étudiante universitaire, a été enlevée de son école le 7 février 1973, un peu plus d'1 an avant la mort de Carla. Les restes de Becky ont été retrouvés des semaines plus tard dans un fossé de drainage à West Fort Worth. June Ward, âgée de 25 ans, a été découverte à South Fort Worth dans le bloc des Mills de West Fuller Avenue le 18 février 1977. La police croyait qu'elle était allée chercher de l'assistance suite à une panne de voiture. Les 2 affaires restent non résolues. McCurley a été emprisonné à l'unité Jib Lewis, une prison d'État près de Woodville, Texas, jusqu'à sa mort le 15 juillet 2023. Melissa Wolfenbarger. Melissa Dawn Patton, née en 1977 à Atlanta en Géorgie, a épousé peu après le lycée son petit ami de l'époque, Christopher Wolfenbarger. Prête à recommencer à zéro, elle et Wolfenbarger ont déménagé dans une autre partie de la ville, loin de la famille de Melissa, et ont eu 2 enfants, Joey et Chrissy. Selon les témoignages, Melissa adorait la maternité et sa famille la décrivait comme pétillante, gentille et confiante. Mais les choses ont pris un tournant en 1998 lorsque la jeune femme de 21 ans a appelé ses parents à Thanksgiving pour discuter de leur projet de Noël à venir. Quand Noël est arrivé,
et qu'il n'y avait aucun signe de Melissa ou de ses enfants chez ses parents, ils ont commencé à s'inquiéter. Norma a déclaré « Il n'y avait pas d'appel téléphonique et elle n'est jamais apparue. J'ai paniqué immédiatement, mais étant une femme mariée avec enfants, nos options étaient limitées. Ce n'est qu'à l'anniversaire de sa mère, en février 1999, que la famille a déposé un rapport de personnes disparues. Un mois plus tôt, Norma et son mari, Carl, étaient allés rendre visite à Melissa dans la maison qu'elle partageait là avec Wolfenbarger et ses enfants, mais il n'y avait aucun signe d'eux. En parlant avec les voisins, ils ont découvert que la famille avait déménagé entre Noël et le Nouvel An. Personne ne savait où ils étaient repartis. Le 29 avril 1999, 5 mois après avoir eu des nouvelles de Melissa pour la dernière fois, la tête coupée d'une femme a été découverte dans un sac poubelle à l'intérieur d'une benne à ordures sur l'avenue Avon, près de l'endroit où Christopher Wolfenbarger avait travaillé dans une entreprise de verre locale dans les années 1990. Moins de 2 mois plus tard, d'autres restes démembrés de la même femme ont été découverts. Le torse était la seule partie du corps à rester manquante. Il est à noter que la victime avait été découpée à la scie et Wolfenbarger avait été licencié de son travail à la compagnie de verre après avoir été soupçonné de voler un tel outil. Durant des années, les restes sont demeurés non identifiés. Ce n'est qu'après l'arrestation du père de Melissa qu'un lien a été établi entre lui et la Jane Doe démembrée. Sa mère Norma se souvient, son arrestation est ce qui a finalement permis d'identifier ses restes. S'il n'avait jamais été arrêté, nous n'aurions peut-être jamais su. On pense que le père de Melissa, Carl, a commencé à tuer dans les années 70. Plusieurs décennies plus tard, en février 2003, il a été arrêté pour le meurtre de Lydie Matthew Evans, âgée de 31 ans, qui avait été tuée fin 1977 après que les acides désoxyribonucléiques la liaient à la scène du crime. Peu de temps après son arrestation, sa femme a dit aux enquêteurs qu'elle leur dirait tout ce qu'elle savait s'ils lui promettaient l'immunité contre les poursuites. Le bureau du procureur du comté de DeKalb a par la suite conclu un accord de plaidoyer avec Norma dans lequel ils abandonneraient toutes les accusations d'accessoire à un meurtre en échange des informations de Norma. Elle a dit aux autorités que son mari et son ami, Joe Cleveland, étaient responsables de plusieurs meurtres commençant en 1977. Le 12 novembre 1977, le duo a tué Fred Wyatt, 45 ans, et sa colocataire Betty Jo Eflin. C'était parce que Mary Jackson Wyatt, la femme de Fred en union libre, les avait engagés. Elle avait une assurance vie sur Fred et voulait la monétiser. De plus, elle prétendait que Fred et Betty avaient une liaison. Elle a promis à Carl 15 000 $ pour le meurtre. Le mois suivant, le 17 décembre, Carl a attiré son complice, Joe Cleveland, et sa colocataire Lydie Evans chez lui, où il les a tous deux abattus. Carl a dit à Norma qu'il avait tué Cleveland parce que Cleveland avait parlé à des connaissances de nos communes des 2 premiers meurtres. Après les décès de Cleveland et Lydie Evans, Norma a aidé son mari à déplacer les corps de la maison dans une camionnette. Elle a ensuite nettoyé la maison et le véhicule et détruit les preuves incriminantes. Ils ont jeté les corps dans la rivière Flint, où ils seraient retrouvés quelques jours plus tard. Notamment, Carl avait été considéré comme un suspect dans le meurtre de Cleveland et Lydie à l'époque, car des taches de sang, qui correspondaient à celles de Lydie, ont été trouvées dans le coffre de sa voiture. Néanmoins, par manque de preuves, il n'a jamais été inculpé. Carl a finalement plaidé coupable pour les 2 séries de meurtres, et un mois après la fin de ses procès, il a avoué un 5e meurtre, celui de Richard Russell Jackson, le premier mari de Mary Jackson Wyatt. Il a été abattu à 1973. Carl a de nouveau ajouté qu'il avait exécuté le coup pour le compte de Mary et qu'il avait eu l'aide de Joe Cleveland pour le meurtre. Il a également plaidé coupable de ce meurtre en mai 2003. Mary Jackson Wyatt n'a pas pu être inculpée car elle était décédée en 1988. On a brièvement cru que Carl avait tué sa propre fille après la révélation de son passé, mais il a finalement été écarté en tant que suspect. Ce n'est qu'en 2017 que l'affaire de Melissa a enfin connu une évolution, lorsqu'un podcast nommé Zone 7 a couvert l'histoire du meurtre et qu'un témoin s'est manifesté. Leurs informations ont ensuite été transmises à la police et 3 mois plus tard, en août 2024, le mari de Melissa a été arrêté et accusé de son meurtre. Au début des années 2000, Wolfenbarger avait dit aux enquêteurs que Melissa l'avait quitté parce qu'elle voulait recommencer à zéro en Californie. Les enquêteurs l'avaient considéré comme une personne d'intérêt dès le départ, notamment parce qu'il avait un casier judiciaire, y compris pour violence domestique, mais il n'y avait tout simplement pas assez de preuves pour l'arrêter et l'accuser. À l'heure actuelle, on ignore quelles preuves spécifiques ont lié Wolfenbarger au crime, car les enquêteurs souhaitent protéger l'intégrité de l'affaire à l'avenir.
Norma, la mère de Melissa, et Tina, sa sœur, ne sont pas étonnées que Wolfenbarger soit le coupable. Tina a appris que Melissa avait quitté son mari l'été avant sa disparition, après qu'il a été physiquement abusif envers elle, la frappant et la traînant par les cheveux le long d'une route. Malgré la plainte de Melissa contre Wolfenbarger pour ses abus répétés, elle a fini par abandonner les poursuites et est retournée auprès de lui. Selon Norma, la violence domestique a toujours été présente depuis le début. Elle était déjà partie à cause de ses abus. Je crois qu'elle est retournée vers lui, mais à un moment, elle a dit qu'elle allait appeler sa mère et rentrer, et c'est là qu'il a peut-être perdu les pédales. L'affaire est toujours en cours. Et voilà les faits. Veuillez laisser un commentaire ci-dessous avec vos propres pensées et réactions, et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner pour soutenir la chaîne. Merci d'avoir regardé, restez vigilants, restez en sécurité, et je vous verrai la prochaine fois.